Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le 22h de la RTD. Voici les titres de ce journal. La 11e édition du concours national de Rassaïd s'est clôturée hier. Vous entendrez la ministre de la Jeunesse et de la Culture dans ce journal. Un aventurier britannique achève en Tunisie une traversée de l'Afrique en courant. Il a couru plus de 16 000 km du sud au nord du continent. Mais avant de développer ces nouvelles, cette information, le Haut Conseil islamique de Djibouti a annoncé que la journée de demain, mardi 9 avril, sera une continuation du mois béni du Ramadan et que l'Aïd el-Fitr est prévu pour mercredi 10 avril 2024. À l'Assemblée nationale s'est tenue ce lundi une séance cruciale de la conférence des présidents, marquant une étape décisive dans le processus législatif du pays. Sous la houlette du président de l'Assemblée, de l'État Mohamed El-État, et en présence de figures clés du gouvernement, telles que le Premier ministre, le ministre de la Défense. Cette réunion a été le théâtre d'un moment législatif de première importance, en parfaite adéquation avec les dispositions réglementaires de l'Assemblée. Spécifiquement, les articles 21, alinéas 1 et 2, cette Assemblée visait à opérer la transmission de 10 projets de loi majeurs aux commissions permanentes, une démarche emblématique de la volonté des leaders djiboutiens à promouvoir une gouvernance efficace et réactive. L'éventail des projets de loi soumis pour examen reflète l'ambition du gouvernement à couvrir un large spectre de l'administration publique. La Commission des finances, de l'économie générale et du plan se penchera sur l'analyse des comptes financiers de 7 établissements et institutions publiques, soulignant l'importance accordée à la transparence et à la gestion financière. Dans un monde globalisé, la Commission des affaires étrangères abordera 2 projets essentiels de ratification, mettant en exergue le rôle du Bénin sur la scène internationale. Et quant à la Commission de la législation, de l'administration générale et des droits humains, elle se verra confier la tâche délicate d'examiner un projet de loi visant à réorganiser le ministère de l'Éducation nationale, un pilier fondamental pour le développement socio-économique du pays. La conférence des présidents, après une délibération approfondie, a établi les lignes directrices pour les activités législatives à venir, marquant un élan renouvelé vers une législation réfléchie. Autre information, dans une effervescence teintée de dévotion et d'unité, le Rassemblement populaire pour le progrès a clôturé sa tournée de Ramadan, fusionnant les discours politiques à l'effervescence spirituelle du mois sacré. Cette clôture a eu lieu hier dans le décor solennel du siège El-Hajj Hassan Gouled Abtidon, creusé d'un rassemblement unique qui a vu défiler les leaders et militants du parti à travers 5 régions de l'intérieur et les communes de la capitale. Ces rencontres d'échange et de fraternité ont permis un dialogue ouvert et enrichissant entre les cadres du parti et sa base. Déployée sous le sceau de l'échange et de l'unité, la caravane du progrès menée par Abdelkader Kamel Mohamed, accompagné du président de l'Assemblée nationale et d'autres éminents membres du comité exécutif du RPP, a été reçue dans une ambiance électrique. Signe indubitable de la réussite de cet événement, la clôture fut un tableau de satisfaction et de fraternité, ponctué de moments spirituels et de remise de cadeaux destinés aux figures phares du party, y compris au Premier ministre, au président de l'Assemblée nationale et au doyen du parti, Ali Abdi Farah. Ce rassemblement grandiose, dans sa simplicité, ne fut pas seulement la conclusion d'une série de rencontres durant le mois de Ramadan, mais également une affirmation renouvelée de l'engagement du RPP envers ses idéaux de progrès et d'unité résonnant avec force dans le cœur de ses membres et au-delà dans l'espace politique du pays. Écoutons un extrait du mot du secrétaire fédéral du parti. Laos est une très grande commune. Elle représente en tant qu'électeur au niveau national un électeur sur 3 issu de la commune de Blaus. D'où son importance au niveau de militants et adhérents de nos partis. Ça représente également presque 35%, et ce chiffre, je le tiens par rapport aux dernières élections internes
que nous avons organisé au niveau de notre parti et j'ai eu la responsabilité de rédiger les rapports finaux. Donc cette commune, c'est l'épine dorsale de notre pays. Si la commune de Blaouz se porte bien, au niveau des élections, les autres communes le suivent souvent. Et c'est au niveau des annexes, les plus anciennes annexes de notre parti se trouvent au niveau de la commune de Blaouz. Et le vice-président du parti, Abdelkader Kamel Mohamed, s'est longuement entretenu et a échangé positivement avec les différents acteurs présents qui, à tour de rôle, ont exprimé leur fierté d'appartenir au grand parti du pays et a souligné leur satisfaction quant aux réalisations nationales enregistrées par le président de la République et président du parti, Ismaël Omar Guelleh. Ils ont émis leurs vœux de bonne fête de l'Aïd el-Fitr au chef de l'État et à la Première Dame. Le vice-président a salué par la suite le travail et les efforts des secrétaires fédéraux. Il a toutefois tenu à rappeler au comité des annexes le rôle des annexes en les exhortant à rehausser le sens du militantisme et à faire des annexes les lieux d'adhésion, de réflexion, de concertation, d'échange, de formation professionnelle et de soutien aux enfants issus des familles démunies. Et je vous emmène au Rwanda à présent dans le cadre de la commémoration du 30e anniversaire du génocide contre les Tutsis au Rwanda. Et sur invitation du président rwandais Paul Kagame, le ministre de la Justice, Ali Hassan Badon, a représenté le chef de l'État à cette commémoration hier à Kigali, au Rwanda. Le ministre était accompagné à cette cérémonie par l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès de la République du Rwanda avec résidence à Addis Abeba, Abdi Mohamed Haibi. Toute autre chose, en 2019, le gouvernement djiboutien a décidé de prioriser et de renforcer certains secteurs appelés à se développer dans un futur proche. Des secteurs sous-exploités mais regorgeants d'opportunités, dont notamment le tourisme. De nombreux campements et sites touristiques sont catalogués en République de Djibouti au grand bonheur des touristes, des paysages à couper le souffle et pour certains uniques au monde reportage. La renommée des sites et campements touristiques de la République de Djibouti n'est plus à faire, puisque le pays regorge d'énormes atouts et potentialités dans ce domaine. Un travail acharné et de longue haleine mené par le gouvernement de Djibouti en étroite collaboration avec les promoteurs touristiques nationaux et étrangers. Un secteur qui est appelé à se développer dans un proche avenir et qui va générer des dizaines de milliers d'emplois directs et indirects. Du nord au sud, actuellement, des dizaines de sites et campements touristiques sont répertoriés. Des endroits aussi surprenants que chaleureux qui accueillent chaque année des centaines de touristes en provenance des 4 coins du monde et qui repartent avec le sourire et des souvenirs plein la tête. Ces endroits sont uniques et inédits en leur genre, et ont pour décor naturel, pour la majorité, des paysages à couper le souffle. Ces endroits sont connus de par le monde, puisque l'Office national en charge du tourisme en fait régulièrement la promotion. Les plus connus sont notamment les fumerolles et geysers du lac Abbé. La banquise de sel du lac Assal, un des points les plus bas sur Terre, puisque situé à 153 mètres en dessous du niveau de la mer. Les îles Moucha et Mascali et leurs fonds marins sublimes. Arta et son aire marine protégée qui accueille chaque année, d'octobre à mars, le requin-baleine, plus grand mammifère marin au monde.
Assamo et ses jardins luxuriants, Godoria Label avec ses mangroves abritant une biodiversité et un écosystème unique en leur genre, le campement touristique de Ditilou, un site privilégié qui accueille chaque année de nombreux touristes, une contrée avec un paysage verdoyant unique dans la République où la sauvegarde de l'environnement et la protection des espèces sauvages prend tout son sens. Les Sables Blancs, connus pour abriter la plus belle plage du pays. Et enfin, plus récemment, le site du Lubatale Resort. Et enfin, le bijou national en termes de tourisme haut de gamme, le Gadile Resort Hotel, un hôtel 5 étoiles qui surplombe le littoral de la région de Tadjoura, pour ne citer que cela. Tous ces sites et campements accueillent chaque année des milliers de touristes avides d'aventure et de randonnée. Le gouvernement djiboutien, avec à sa tête le président de la République Ismaël Omar Guelleh, a mis en place une panoplie de stratégies pour booster ce secteur et a réalisé de nombreux projets et investissements afin de permettre une croissance économique durable. À noter enfin que les recettes réalisées par le secteur touristique se chiffrent en milliards de dollars à travers le monde. Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la santé qui mettait en avant le thème « Ma santé, mon droit », le ministre de la Santé a pris une initiative pour soutenir les personnes en convalescence, en particulier celles atteintes de maladies rénales nécessitant des séances de dialyse régulières. Lors d'une cérémonie au centre de dialyse local, le ministre de la Santé, Ahmed Raoul Abdillah, a remis les clés d'une voiture flambant neuve aux responsables de l'établissement dans le but de faciliter les déplacements des patients pendant leur période de récupération. Cette généreuse donation vise à alléger le fardeau financier et logistique. Les patients atteints de maladies rénales doivent souvent se rendre régulièrement au centre de dialyse pour des séances de traitement qui peuvent durer des heures. Cette voiture offerte permettra aux patients et à leurs familles de se rendre plus facilement aux rendez-vous médicaux en éliminant les défis liés au transport en commun ou aux frais de taxi. Le secrétaire général du ministère de la Santé a souligné l'importance capitale de cette initiative dans l'amélioration de la qualité de vie des patients atteints de maladies rénales nécessitant des séances de dialyse. Dans le reste de l'actualité, en cette fin du mois béni du Ramadan, le ministre des Affaires musulmanes et des biens Waqf, Mohamed Hassan Baleh, a présidé aujourd'hui une réunion consacrée à la préparation des sites de la prière de l'Aïd el-Fitr. L'objectif principal était de faire le point sur l'état d'avancement des préparatifs et de s'assurer que toutes les dispositions nécessaires sont prises pour garantir que tous les aspects soient couverts pour que les fidèles puissent prier donc la prière de l'Aïd el-Fitr dans les meilleures conditions. En plus des hauts responsables du ministère, la rencontre a regroupé aussi les représentants de la préfecture de Djibouti, de la mairie, des présidents des 3 communes, ainsi que les représentants des forces de l'ordre, de l'EDD, de l'OVD et de l'ADR. Les discussions ont porté lors de cette réunion sur l'aménagement des sites de prière de l'Aïd el-Fitr et la mobilisation d'équipes de nettoyage et pour assurer la propriété des sites pour l'accomplissement de ce devoir religieux. Le ministre a fait le point sur l'ensemble des sites de prière de la capitale. Il a également annoncé l'aménagement d'un nouveau site de la prière à Cité Nasseb. Ainsi, 10 sites de prière sont disponibles à Djibouti ville. Après donc cette réunion, une tournée avec les différents services impliqués dans la préparation de la Eid el-Fitr a eu lieu sur les sites pour évaluer l'état du lieu et intervenir par la suite. Le ministre a remercié tous les participants pour leur engagement et leur mobilisation pour garantir le bon déroulement de la prière de la Eid el-Fitr.
Et dans les artères animées de la capitale, l'ambiance est électrique à l'approche de la Eid depuis quelques jours. La foule se donne rendez-vous au centre-ville, transformant ce lieu emblématique en un véritable melting pot du commerce et de convivialité. Ces derniers jours débutent sous le signe de l'anticipation avec des centaines de personnes arpentant les étals à la recherche du vêtement parfait pour la célébration imminente. Pour garantir le bon déroulement de cet événement majeur, la police a pris les devants en fermant plusieurs artères principales du quartier commerçant. Sous la supervision des agents de la police, la circulation est régulée, transformant l'habituelle cacophonie urbaine en une symphonie de mouvements harmonieux. Et il faut bien le dire, au cours de ce spectacle, les commerçants se révèlent être de véritables virtuoses, usant de leur savoir-faire pour séduire les clients en quête de bonnes affaires. Entre les marchands et les acheteurs, c'est un ballet incessant de gestes calculés et de mots ponctués par des éclats de rire contagieux et des discussions animées. Pourtant, au-delà de l'agitation palpable, une atmosphère de camaraderie règne en maître, alors que les derniers jours de ce mois béni, qu'est le Ramadan, s'évanouit à l'horizon, le centre-ville va continuer de vibrer au rythme des préparatifs pour l'Aïd. Dans ce tourbillon de couleurs, de saveurs et d'émotions, c'était l'essence même de la ville qui se révèle, rappelant à tous l'importance de la tradition et du partage en cette période de Eid. Et comme partout à Djibouti, les habitants de Tadjoura se parlent l'Aïd el-Fitr, à J-1 de la commémoration de la fête religieuse de l'Aïd el-Fitr, marquant la fin du mois béni de Ramadan. Magasins de vêtements, de chaussures et de bijoux se désemplissent, guerre, matin et soir à la Ville Blanche. Les mères de famille commencent déjà à faire la tournée des magasins de vêtements pour choisir les plus beaux habits de fête pour les enfants, notant que la fête de l'Aïd el-Fitr, communément appelée Eid el-Sahir, est célébrée tous les 29 ou 30 jours suivant l'avènement du mois de Ramadan. Selon les années, il est primordial de rester vigilant, particulièrement sur nos routes, spécifiquement aux chauffeurs de transport en commun empruntant la route nationale numéro 9 qui relie plusieurs axes importants. Rappelons que cette route relie Djibouti à plusieurs destinations clés telles que Tadjoura, Obok, Renda, Balho et la frontière avec l'Éthiopie. Et cette route connaît une augmentation significative du trafic à l'approche de l'Aïd. Voilà, comme vous le voyez, Tadjoura est devenue vraiment une ville, c'est-à-dire bouillante. Les gens viennent de toutes les régions, ils affluent comme vous pouvez le voir. Au lieu d'aller à Djibouti, les gens ils trouvent tout ce qu'il faut pour la Eid à Tadjoura même. Voilà, que ce soit les habits, tout ce qu'il faut pour la Eid, les gens l'achètent ici même. Donc ce qui fait que l'économie qui dépassait de Tadjoura vers aller à Djibouti n'existe plus. Les gens s'approvisionnent ici même à Tadjoura, donc ce qui fait que ça donne un bouffée économique. Et voilà, là ça va très bien. J'espère que tout le monde va profiter. Je souhaite une très bonne fête, particulièrement aussi à tous les enfants. Assalamu alaikum. Écoutons à présent un extrait du discours du préfet de la ville de Tadjoura. De la Eid al-Fitr, nous nous tournons vers le Tout-Puissant avec humilité, implorant sa miséricorde et espérant qu'il accepte nos actes d'adoration. Je m'adresse spécifiquement aux chauffeurs de transport en commun, empruntant la route nationale RN9, qui relie plusieurs axes importants de notre région. La route RN9, reliant Djibouti à plusieurs destinations clés, telles que Tadjoura, Obok, Randa, Balho et la frontière avec l'Éthiopie, connaît une augmentation significative de trafic à l'approche de l'Aïd. Dans cette optique, je vous exhorte à redoubler de vigilance et à prendre toutes les précautions nécessaires
pour assurer la sécurité de tous les usagers de la route. En cette période où de nombreuses familles se déplacent pour célébrer ensemble l'Aïd avec leurs proches, il est de notre devoir garantir des déplacements sûrs et sans incident majeur, de respecter scrupuleusement les règles de conduite en évitant tout excès de vitesse et surcharge de passagers. Ensemble, faisons de cette période de célébration une expérience positive, sécurisée pour tous. Je vous souhaite à tous joyeux Eid al-Fitr et empreint de solidarité, de partage et de bienveillance. Dans le reste de l'actualité, je le disais en titre, sous le haut patronage de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Djibo Mohamed Assoé, s'est tenue au département de la Bibliothèque et des Archives nationales la cérémonie de clôture de la 11e édition du concours national de Ras Saïd. La dernière soirée de cet événement, célébrant les chants religieux traditionnels, qui a mis en lice cette année 42 troupes en tout, un record jamais égalé, a été marqué par la participation d'une vingtaine de groupes représentant la richesse culturelle et la diversité des communautés qui composent notre nation. L'événement a été honoré par la ministre, par la présence d'ambassadeurs, notamment celui de la République populaire de Chine, du Royaume du Maroc, de l'Égypte et du Japon, ainsi que plusieurs autres invités de marque. L'ensemble du personnel dévoué de la direction de la culture présent sur place était mobilisé et engagé pour encadrer et coordonner avec diligence toutes les troupes en compétition, garantissant ainsi le déroulement fluide et harmonieux de cette soirée. Dans l'ensemble, cette cérémonie a été l'occasion de célébrer les talents, la créativité et les performances tout en renforçant les liens culturels et religieux au sein de la communauté nationale. La cérémonie de clôture a été marquée par la remise des trophées aux lauréats du concours de Ras Saïd et équipes victorieuses des différentes disciplines des compétitions inter-CDC. Des prières et invocations, ainsi que la traditionnelle photo de famille ont clôturé l'événement. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول ربي ربي صل وسلم للنبي مصطفاك يا ربي ربي صل وسلم للنبي مصطفاك يهمهمكي شنت اللاقة ممارمان إنو يهمهمكي شنت اللاقة ممارمان مصطفى وحبيبكي مضى شيء مخلوق أرق واستر لأمة محمد ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحم والدي كما ربياني صغيرة خير دمانت إله النصي مفاتيح الغيب يا ربي كنز الغناعك إله وضصي يا ربي بشا خير كيغا إله نصي نوال بنا على شو نيدا وحا وكوهايو خير كو نوغو دجرو إله وضصي. Et dans un mot prononcé à cette occasion, la ministre de la Jeunesse et de la Culture s'est réjouie de la belle organisation de ce concours annuel en mettant l'accent sur l'objectif rassembleur des communautés autour des valeurs communes, traditionnelles et religieuses séculières. Nous l'écoutons. Nous avons été ambitieux. On a voulu faire un festival de Ras Saïd
dans les courants du mois de Ramadan. Donc on ne pensait pas que ça allait être une réussite, ça l'est. Nous avons voulu faire 2 volets. Un volet dont nous avions l'habitude de faire, c'est les concours, et après faire une exhibition. Et si je vous dis, il y a 3-5 ans, les troupes qui s'inscrivaient étaient au nombre de 7. Mais cette année, elles étaient au nombre de 42. Pour vous dire à quel point il y a un bond en avant et à quel point ce patrimoine oral est en train de revivre et les jeunes sont en train de récupérer le flambeau et la relève est en train de se faire. Je pense que les doyens ont été très émus lors du concours. Je pense à Amradan, à Dandawi, à Hurrio et tous les autres, et à ceux qui ont été dans les jurys et qui ont fait un bon travail. Donc c'est pour vous dire, c'est un patrimoine qui est vivant, c'est un patrimoine national qu'il faut garder allumé. Donc la flamme est là, et elle grandit, et la passation se fait. Il y a un véritable travail de transfert qui se fait. Donc la partie concours a été une réussite. Et d'ores et déjà, je me dépêche de féliciter les équipes techniques, plus particulièrement la direction de la culture, qui n'a ménagé aucun effort, hein, vraiment, qui a porté à cœur et avec beaucoup d'abnégation pour que ces 2 volets puissent bien se dérouler. Bien sûr, les autres équipes, notamment l'insertion sociale et les volontariats, mais aussi la direction des régions, ont beaucoup travaillé avec elle et ont beaucoup travaillé avec le 5 services de cette direction, qui est une des plus grandes directions du ministère. Donc je tiens à dire bravo à l'ensemble du personnel du ministère de la Jeunesse et de la Culture qu'il faut applaudir. Ils ont la particularité de travailler quand souvent on n'a pas l'habitude de travailler, et vous allez voir, même le jour de fête du Eid, ils vont travailler puisqu'il y a le kermesse. Donc les équipes ne s'arrêtent jamais. Donc je dis bravo à l'ensemble des équipes, bravo au jury, aux membres du jury, félicitations aux lauréats qui ont gagné des prix. C'était tellement difficile que cette année on a ajouté d'office, pour récompenser l'excellent travail qui a été fait, 3 nouveaux prix. On a ajouté le prix d'excellence, parce que cette année ont participé des artistes aguerris, mais vraiment qui ont fait rayonner ces patrimoines. Donc c'est pour ça qu'on a voulu ajouter le prix d'excellence. On a ajouté les prix du jury, on a ajouté aussi le prix d'encouragement, et nous espérons que l'exhibition très rapidement va être régionale. Sur invitation de l'Association de la jeunesse de Boli, le secrétaire d'État chargé des sports, le secrétaire d'État chargé des sports, Hassan Mohamed Kamil, s'est rendu hier à Boli afin de rompre le jeûne aux côtés des habitants et s'imprégner de leur réalité, de leurs besoins. Accueilli avec les honneurs par la population locale, le secrétaire d'État a débuté sa visite en rencontrant les sages du village. Cette rencontre a permis d'échanger sur les défis et les opportunités liées au développement sportif local. Par la suite, une exploration sur le terrain a été entreprise afin d'évaluer la faisabilité de l'installation d'une nouvelle infrastructure sportive à Boli. Cette initiative vise à promouvoir la pratique sportive au sein de la communauté et à offrir des espaces adaptés pour l'épanouissement des jeunes talents. Eh bien, la représentante de l'Association des femmes de Boli a exprimé sa gratitude en accueillant chaleureusement le secrétaire d'État. Enfin, l'événement a été marqué par une initiative louable, la distribution de vêtements aux membres de la communauté en prévision de la Eid al-Fitr. Cette visite a ainsi été l'occasion de renforcer les liens avec la population locale tout en ouvrant de nouvelles perspectives pour le développement socio-sportif de la région. Je vous emmène au sud du pays à présent, la localité de Demerjog a abrité la cérémonie de clôture du concours coranique qui est organisé par les ulémas de la localité avec en collaboration les responsables de la localité. La cérémonie de clôture a vu la présence des hauts responsables de la localité et a vu des nombreux hauts responsables, des députés de la localité. En fin de cérémonie, des prix aux premiers lauréats des 3 niveaux de cette compétition ont été remis officiellement par les personnalités présentes. Ce concours avait pour objectif de contribuer à la préservation de l'héritage de l'islam et à la transmission des valeurs et des moralités véhiculées par le Coran aux nouvelles générations.
La ville de Dikil a illuminé le ciel de la région en clôturant son tournoi de Ramadan avec éclat, mettant ainsi en lumière l'esprit de compétition, de camaraderie et de célébration qui a caractérisé cet événement communautaire majeur. La finale du tournoi de football s'est déroulée dans l'après-midi d'hier, attirant des centaines de supporters venus de différents quartiers de la ville pour assister à cet affrontement palpitant. Le coup d'envoi de ce match épique a été donné par le préfet de la région, Hassan Abdeloble, en présence du député de la région et des hauts cadres de la ville de Dikil. Les équipes finalistes, Irman et TP, ont livré une bataille acharnée sur le terrain, démontrant un niveau de jeu technique et tactique remarquable. Après un temps réglementaire intense, c'est lors de la séance de tir au but que l'équipe Irman a triomphé sur l'équipe de TP avec un score final de 4-2, suscitant l'enthousiasme et la fierté de ses supporters. Nous restons toujours au sud du pays. L'Association pour la promotion du tourisme et du développement social de Dasbio, en collaboration avec le CDC de la localité, a organisé dans l'après-midi d'hier la finale du tournoi du Ramadan. Cette finale de ce tournoi s'est tenue dans une ambiance festive. Elle a réuni les habitants de la localité ainsi que des personnalités de haut rang de la région d'Ali Sabihi. Après un match serré et intense, l'équipe de Juventus a réussi à s'imposer avec un score final de 1-0, suscitant l'admiration et l'enthousiasme de ses supporters. Objectif, renforcer les liens du vivre ensemble et de l'épanouissement de la jeunesse durant ce moment de vacances scolaires. À l'issue du match, les vainqueurs et les vaincus, ainsi que tous ceux qui se sont distingués au tournoi, ont été appelés à recevoir les récompenses et les trophées des mains des officiels présents. Le président de l'association de Dasbio, Hamid Khair, a remercié la ministre de la Jeunesse et de la Culture pour son soutien indéfectible auprès de la jeunesse de la région et a souligné qu'il serait toujours aux côtés des jeunes. Dans la dynamique éducative et socio-culturelle locale, l'association Al-Fawza se distingue comme un phare d'innovation et d'engagement communautaire fondé sur des valeurs de solidarité et de progrès. Cette association a su tisser un réseau d'activités variées, enrichissant la vie de la communauté sous toutes ses facettes. Voici un magazine de la rédaction. S'appuie à l'édification pour l'amélioration des conditions de vie des enfants en situation vulnérable et la promotion des activités scolaires, notamment par les biais des cours de soutien, souvent dispensés par des bénévoles. L'association Al-Fawza, fondée en 2007, a su dès les premiers jours qu'il était plus que nécessaire de donner une chance d'apprendre à un enfant tout en stimulant sa motivation et se faisant opter à la création d'une structure capable de permettre aux jeunes membres d'Al-Fawza de donner souffle de vie à leurs ambitions. Ainsi est née l'association Al-Fawza qui a ouvert son siège en janvier 2012 à Al-Hiba pour un élan éducatif et social plus prometteur. L'association exerce ses activités scolaires depuis des décennies maintenant et comme les membres de l'association valorisent l'enfant et misent sur son devenir, les activités scolaires des bénévolats par les billets des cours de soutien ne se sont jamais interrompues car à chaque année Al-Fawza faisait en sorte de préparer la relève à travers sa politique qui tend à inculquer aux jeunes la valeur de l'éducation, du savoir certes, mais aussi l'importance capitale de les transmettre et faire profiter les autres. Des jeunes bien organisés avec un seul objectif en tête, aider les élèves durant leur cursus scolaire, éveiller en eux les goûts d'apprendre et la passion pour l'école, et c'est pour tous les niveaux, maternelle, primaire, collège et lycée. Les parents d'élèves ont participé ici au cours de soutien dispensé à Al-Fawza ont, dans leur intervention, pas hésité de remercier tout d'abord les présidents de l'association d'Al-Fawza, pour les efforts louables qu'il fait à chaque jour, mais aussi pour, la place qu'il donne dans son association pour les orphelins et c'est issu des familles défavorisées.
A noter que les sièges Al-Fawza d'Arhiba s'occupent également des enfants orphelins ayant des difficultés scolaires, mais aussi ceux issus des familles défavorisées. Pour ces jeunes cadres professionnels, accompagner les enfants et leurs familles éprouvant de nombreuses difficultés au quotidien, ou plutôt dans leur parcours de vie, c'est lutter contre les inégalités des destins. L'accompagnant a dans son intervention souligné l'importance que revêt l'accompagnement et les rôles cruciaux que joue le suivi de l'enfant par et les parents et l'accompagnant. L'objectif est de faire sortir de ces enfants des cadres professionnels capables de prendre la relève des demain. Dans le cadre des programmes de renforcement des capacités et des activités scolaires, Al-Fawza s'est donné le devoir d'ouvrir une école de cours de soutien à Hodan sous l'acronyme de YUCA. Depuis, Al-Fawza participe à la formation des jeunes à travers des programmes divers et variés. Il y a des enseignants chargés de soutenir les élèves en difficulté scolaire en leur donnant les coups de pouce nécessaires pour rattraper ces lacunes, mais aussi prodiguer l'aide méthodologique nécessaire pour l'acquisition de l'autonomie tout en favorisant la motivation des élèves. Les cours dispensés sont entre autres la lecture, les mathématiques, les français, les cours d'arabe, l'apprentissage coranique qui autrefois enseignaient dans les quartiers. Ces cours soutien font partie des 3 sièges de l'association Al-Fawza située à Arhiba. Cela est consacré uniquement pour les enfants orphelins et vulnérables. Le second siège est situé aux places Mélilik et ceci est le 3e siège. Je remercie tous les profs qui nous enseignent bien ici et je dis merci au président de YUCA. Il convient de noter que l'association mène également des actions d'accompagnement scolaire familial par les biais de son accueillante chargée des actions transversales incluant tant les questions de parentalité que celles de l'école pendant la période scolaire à raison de 45 minutes par. Madame Handa Bolok a dans son intervention mis l'accent sur l'importance que revêt l'accompagnement scolaire familial pour les élèves. Elle a également souligné l'objectif principal de l'action qui est, selon elle, de soutenir et renforcer la place des parents dans le suivi scolaire de son enfant. Toujours dans ces programmes de renforcement des capacités, Al-Fawza a décidé d'ouvrir un bureau à la place Ménilik, communément appelé lié des 27 juin, afin d'organiser des formations professionnelles pour les jeunes à la recherche d'emploi. Ces projets est financé en grande partie par les membres de l'association et par les billets des dons de ses membres bienfaiteurs. Il s'agit à travers ces programmes de créer des emplois pour les jeunes diplômés dans la commune de Boulaos et dans la commune de Balbala. Il s'agit pour l'association de faire fructifier des bonnes actions auprès des élèves bénéficiaires en faisant en sorte que leurs résultats scolaires soient améliorés et qu'à l'issue de leurs études réussies, ces derniers, sur les pas de leurs aînés et membres de l'association Al-Fawza, perpétuent de la bienveillance et la solidarité par des retours aux sources. Al-Fawza s'est toujours donné le devoir d'apporter sa pierre à l'édifice pour la promotion des activités scolaires et se faisant soutenir les élèves ici des parents ayant des difficultés au quotidien. Nous avons créé notre premier siège à Al-Fawza à Arhiba où les bénévoles travaillaient en synergie pour aboutir à un objectif que l'on s'est tracé. Et puis, dans le cadre des programmes de renforcement des capacités, nous avions eu l'idée de nous doter d'un bureau à la place Ménélique avant d'opter à la création d'une école des cours de soutien privée YUCA. Parcourir le continent africain en courant, c'est le défi que s'est lancé un aventurier britannique. Il a achevé en Tunisie une traversée de l'Afrique en courant. Il a couru plus de 16 000 km du sud au nord du continent. L'athlète a commencé son périple par le point le plus méridional du continent africain en Afrique du Sud et est parti hier de Bizerte en Tunisie pour ce qu'il espère être la dernière étape de son long voyage en terminant au point le plus septentrional du continent à Cap Angela. Le jeune homme de 26 ans a été rejoint par ses supporters hier qui ont couru à ses côtés au départ de la dernière étape de son périple à plus de 16 000 km. Et c'est ainsi que prend fin ce journal. C'est toujours un plaisir de vous informer. Merci pour votre fidélité. Bonne soirée à tous.